Coucou tout le monde, bienvenue dans Les Jardins d'Éden, le podcast qui va à la rencontre des comédiens et artistes d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui j'accueille Elisa Biaggi, une formidable comédienne qui nous raconte son parcours, son enfance et du processus de création de sa pièce de théâtre Le Fil Rouge, qui raconte la guerre d'indépendance d'Algérie vécue par sa grand-mère. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous souhaite une bonne écoute. Je commence à enregistrer. En fait, je voulais être sûre de pas trop me répéter. Ouais. Donc, il y a des questions qui étaient intéressantes sur lesquelles j'ai essayé de remanier un peu. Parce que je me suis dit, ce serait trop dommage de reposer 15 fois les mêmes questions. Ça doit être redondant à la fin. Ouais. Et surtout, mes réponses, c'est à un moment, tu tournes toujours en boucle. Un peu, mais j'ai trop aimé les questions que t'ont posées les gens au théâtre. Je sais pas si c'était au théâtre de Constantine ou... Ouais, d'Oran, ouais, je pense. Ouais. Ouais, bah là, c'était cool parce que du coup, t'avais vraiment genre les ressentis tout de suite. Tu sortais et c'était pas non plus... c'était les journalistes, mais qui étaient mêlés au public. Du coup, il y avait le public qui forcément posait des questions aussi au même temps. Et c'était assez stylé, quoi. Ça avait l'air super cool. Ça, c'est cool. C'est cool quand ça arrive comme ça. T'as pas encore de captation, par contre? Je viens de la récupérer. Génial. Et elle sera dispo quand? Bah écoute, elle est dispo maintenant dans mon sac, mais après je pense que je sais pas si je vais la publier parce que j'ai pas envie de la publier, mais je peut-être garder certaines parties du truc pour en faire un petit montage. Un petit montage, genre une petite captation plus enfin le même concept qu'on a fait avec Abby où c'est un peu le teaser. Mais là, de le faire en mode live, simplement, des extraits qui est toujours très très cool, tu vois. Ouais. Mais j'attends de le revoir parce que là, il m'a fait un peu en mode. Il me skippait les trucs, il me montrait un petit peu. Et moi, je déteste me revoir. Ah ouais? Donc, c'était un peu compliqué. Genre, il me les repassait et j'étais à genre. T'as du mal avec ton image un peu? Bah, pas mon image, mais genre. Je suis très critique envers moi-même. Donc, le jeu. J'ai toujours critiqué le jeu. Mon image, ça va. Parce que je me dis, de toute façon, c'est du théâtre ou du cinéma. C'est clair que tu n'es pas tout le temps parfaite. T'es pas tout le temps... voilà, tu vois, ça fait rien. Et par contre, le jeu, je suis toujours en mode... tu pourrais faire plus ou moins. Ok. Mais t'as eu des beaux retours, globalement? Ouais. Ouais, ça a été assez fou. Il y a tellement de tout et c'est tellement... ample comme discours, ça ne reste pas uniquement en Algérie, tu vois, c'est beaucoup plus ample que ça. Et le fait que je sois italienne de l'autre côté, forcément, fait que c'est tout de suite beaucoup plus ouvert. Ouais. Parce que t'as l'Italie d'un côté et l'Algérie de l'autre, et en fait, la France n'a rien à voir là-dedans pour moi, parce que je suis pas française. Et donc, à part la langue et le fait que j'ai étudié à Paris, ça ne fait pas partie de mon identité, tu vois. Donc, même mon approche n'est pas du tout pareille que quelqu'un qui est né ici et qui a d'autres questionnements, tu vois, identitaires même. Mais alors, justement, est-ce que tu pourrais te présenter? Qui es-tu? D'où viens-tu? Quel est ton signe astrologique et l'animal qui te représente le mieux? Oula! Je pose toujours cette question. Oula! Écoutez, je suis Elisa Biaggi, j'ai 24 ans, presque 25, je suis italo-algérienne ou algéro-italienne. Tu préfères quoi, le terme? Je sais pas, ça dépend des matins, genre je me lève et je décide. Mais je sais pas, j'aime bien italo-algérienne, ça fait un peu mafieux de notre côté. C'est un petit côté genre italo-américain, tu vois. Et Italie du nord ou du sud? Du centre, Rome. Ok. Voilà. Et j'ai grandi en Italie jusqu'à mes 20 ans. Et il y a 5 ans, je suis arrivée en France pour les cours Florent. Tu parles hyper bien français? Merci. C'est le côté des aides. Non, c'est le côté de ma mère. Ah oui, ok. C'est elle qui m'a appris le français. Mais après, des fois, même tout le long de cette interview, je pense que je vais dire des conneries et tu vas me dire, mais c'est pas du tout du français. Tu peux me le dire. dire. Je sais pas si je me permettrais de te couper pour te dire. On dit pas ça comme ça. Et mon signe astrologique, c'est Vierge. Ok, comme Beyoncé. Voilà. Ascendant Balance, si je me trompe pas. D'accord. Donc, qu'est-ce que t'en penses? C'est quoi ton avis sur la question? Écoute, je sais pas, genre Vierge, déjà, ils disent
ils disent, parce qu'on va pas se mentir. Mhm. Tout est vrai, qu'on est un peu rigide dans le travail, qu'on est strict, qu'on est un peu maniaque. Non. Enfin, après, Un peu perfectionniste, peut-être. Voilà. Après, Voilà. qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, Non. ça veut rien dire. Tu Non. vois, ça veut dire... Voilà. Tellement de choses à la Tellement fois. de choses. Donc, je pense que... Voilà. Et puis, balance de l'autre côté. Enfin, comme ma mère, c'est encore un autre signe assez fort. Mhm. Donc, voilà. Et mon animal qui me représente... c'est fou. T'as jamais vu l'émission télé BLV en Italie? Pas du tout. Elle demande ça, elle demande toujours genre che belva ti senti, genre quel animal tu te sens. Mhm. Et belva c'est genre un animal un peu genre une bête. Mhm. Et il y en a un qui te répond genre un oiseau, un papillon. Oui. Et donc moi maintenant tu me la poses et je fais genre Tu sais pas. Bah je sais pas. Là, ce matin, tu t'es levé, tu te sentais plus quoi, par exemple? Je pense réellement un oiseau, mais je saurais pas te dire genre quel type d'oiseau. Parce que bon, l'aigle, trop fort, tu vois, stylé de fou. Mais on va pas se mentir, je suis pas tout le temps un aigle non plus. Enfin, j'aimerais beaucoup, mais non, tu vois. Ouais. Mais je sais pas, ce côté genre très libre, de pouvoir voyager, être libre, ça j'aime beaucoup. Genre ça, je trouve que ça me représente le plus. Ok. Plutôt que je suis pas beaucoup de l'eau, ni de enfin, tu vois, poisson et tout ça, non. Mhm. Je suis allergique aux chats. Donc Ok. voilà, ça enlève pas mal de trucs finalement. Non, Ok. je dirais Un petit oiseau. Voilà. C'est Mais un oiseau qui voyage quand même. Tu vois, un oiseau qui est pas un migrateur. Genre une autruche. Ah non, non, pas une autruche. Merde, la conne. C'est comment ça s'appelle? Cigogne, mais la conne du bus. Genre une cigogne, un oiseau qui part. Genre un duck. Un petit canard dans le lac. Un petit caneton. Girl. No. Ok. Bon, bah, c'est pas grave. Un petit oiseau migrateur. Oui, qu'on mange pas de prédilection. Non. D'accord. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, par quelles études t'es passé du coup? Bah écoute, j'ai commencé le théâtre très jeune, parce que j'étais très hyperactive, et mes parents se sont dit que c'était une bonne chose de me mettre au théâtre pour me calmer. Ça n'a pas réussi, au contraire, ça m'a encore plus rendue folle, je pense, sur ce point de vue. Et après, j'ai fait un lycée en Italie, ça fonctionne genre classique, scientifique, etc. Un peu comme elle, chez vous et tout, mais j'ai vraiment fait des études de latin et grec. Ok. Et nous, on a 3 ans de collège et 5 ans de lycée, donc on finit 1 an après vous. Ok. On finit à 19 ans. Et en gros, j'ai fait les 5 ans, 1 an aux États-Unis, où j'ai découvert genre tout le monde de la comédie musicale et tout. Fan absolu. Mm-hmm. Et au lycée, j'ai vraiment continué avec cette compagnie qui jouait beaucoup en Sicile, des tragédies grecques. Donc, je me suis beaucoup approchée du théâtre de cette façon, qui était une façon totalement différente de peut-être le jeu que j'ai aujourd'hui, mais qui m'a donné vraiment des bases de jouer. C'était un théâtre grec ancien ouvert. Ouais. Donc c'était un public totalement différent, tu vois, la façon dont tu parles dans un théâtre ouvert n'a rien à voir avec un théâtre, une salle fermée, voilà. Et puis même capter l'attention des gens et tout est différent, donc je pense que ça m'a beaucoup appris. Ensuite, je me suis inscrite à la fac de ciné, le DAMS à Rome, et en fait, ma sœur, c'était plein Covid, donc 2020. Et ma sœur part pour Paris en disant elle avait un stage ici de travail. Et je lui dis, bah vas-y, je viens avec toi, je fais un stage de cours Florent, 2 semaines. Et puis ils m'ont pris. Et j'ai tout quitté, je suis venue sur un coup de tête. J'ai appelé mon père, je lui ai dit, ça devait être 3 semaines, c'est 3 ans, désolée. Et 4 ans après, je suis encore là, donc voilà. Waouh, purée. Et c'était une bonne expérience, les cours Florent, pour toi? Moi, je l'ai adoré parce que je pense que je suis vraiment tombée sur et des personnes et des profs qui étaient super, qui m'ont beaucoup appris. Pour moi, c'était totalement nouveau, tu vois. Je suis arrivée, j'avais limite... je ne savais pas encore bien lire en français, vu que j'ai jamais fait d'école. Donc, il y avait le côté, je savais pas écrire en français. Donc, c'était dur parce que
tu repartais aux bases sans vraiment avoir de quoi t'aider non plus. Donc j'ai acheté, je pense, toute le théâtre français à partir de Molière jusqu'à Pomera, et j'ai tout lu. Et je me suis dit, ok, bon, bah là, au moins, je me sens un peu au même niveau que les autres. Mais j'ai adoré, je pense que ça m'a donné beaucoup. Puis j'ai eu Antonia Malinova comme en deuxième année. Du coup, là, c'était plutôt un théâtre bulgare-russe. Donc, tout à notre approche encore du théâtre. Et je pense que ça aussi, ça m'a beaucoup aidé. Mais après, plein de belles expériences. Je pense j'ai eu de la chance. Ouais. Pour moi, Florent, comme plein d'écoles de théâtre, ça dépend vraiment des profs que tu as et les amitiés que tu arrives à... Même les collègues avec lesquels tu arrives à travailler ou pas. Et moi, j'ai eu la chance de bien tomber. Donc ça m'a aidé à être tranquille, quoi. Ok. Donc ça, c'est trop cool. Voilà. Ouais. Et comment t'as su que tu voulais faire du théâtre ou du cinéma ? Comment est née l'envie ? C'est directement quand tes parents ils t'ont inscrit au cours de théâtre où tu t'es dit « Waouh ! Ok, c'est ça que je veux faire » Ou c'est plus tard en rentrant à Florent ou... Non, je pense que ça a été assez immédiat. Enfin, en fait, j'ai toujours été une gamine très, très hyperactive, très dans la démonstration, dans le théâtre, des petites recitals devant tes parents, en mode on se déguise et je vais te montrer que voilà. Et après, c'est devenu vers mes 16 ans, j'ai commencé à vraiment faire des courts-métrages, des pubs et tout. Et en fait, ça m'a vraiment... je me sentais bien uniquement quand j'étais sur le plateau. Et après, heureusement, quand j'ai mûri et que j'ai commencé à m'apprécier aussi en dehors du plateau, c'était une force encore plus. Moi, je pense que l'adrénaline que j'ai au théâtre, je l'ai rarement... ou au ciné, je l'ai rarement dans d'autres occasions. Je pense que je vis réellement pour cette adrénaline. Et j'ai eu le soutien de mes parents tout de suite. Donc ça aussi, ça a été... Oui, c'était une question que je voulais te poser. Ouais. C'est tellement important d'avoir les parents qui sont derrière toi. Enfin, en vrai, ça peut vraiment être un moteur aussi. Bah écoute, moi, mes parents sont dans la parfumerie. Ok, ma soeur aussi. Rien à voir. Donc en fait... Oh, une famille de parfumeurs. Je lis le parfum en ce moment. Ah, et alors ? J'adore. T'as pas des envies un peu meurtrières Pas pour l'instant. Mais j'ai envie de sentir bon. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. T'as vu la série ? Non. Ouais, tu regardes les 5 premières minutes de la série, la réadaptation qu'ils ont fait, tu te sens crade. Genre au début, je sais pas comment ils l'ont fait, quand ils l'ont filmé, il y a un truc de toute l'ambiance générale du contexte dans lequel la série est tournée, que t'as genre... Mais ouais, du coup, eux, parfumerie, depuis génération en plus, du côté de mon père, c'était sa grand-mère qui avait ouvert une parfumerie dans une banlieue de romaine en 1960, donc imagine le délire. Et après, mon père a repris derrière, il a rencontré ma mère qui a été chez L'Oréal, et puis elle est venue en Italie, ils se sont rencontrés comme ça. Et ensuite, ma sœur, maintenant, elle est chez Estée Lauder. Okay. Donc en fait vraiment famille vraiment de ça quoi, de marketing, de parfum, qui est un monde qui me fascine, mais qui est aussi en vrai de vrai, il est pas si loin de ce qu'on fait aussi, tu vois, tout ce qui est le monde de la beauté, mais saine. Moi j'ai toujours vu mes parents vraiment passionnés par l'idée de pouvoir accompagner quelqu'un dans son processus d'appréciation aussi d'elle-même, que ça soit par une crème, un parfum ou quoi. Et je pense que ça m'a donné aussi moi une conscience, tu vois, par rapport à mon travail, et une vision aussi de ce que c'était, tu vois, l'autre partie de ce monde de cinéma ou quoi. Et du coup, moi je suis arrivée genre en fait... Comment vous dire Et vu que ma sœur est une personne extraordinaire, elle lui a vraiment dit genre moi j'ai fait ce que vous aviez envie que je fasse, laissez-la faire ce qu'elle a envie. Et elle m'a vraiment soutenue dès le début, et mes parents forcément ils savaient très bien, en ayant commencé très tôt, que j'arrêtais pas de parler que de ça. Et à un moment ils m'ont dit ok, mais si tu le fais bien. Tu fais l'école, ensuite tu fais tes trucs, t'es rigoureuse, et tu fais pas en mode j'ai envie de faire du théâtre, mais je fais rien pour. Tu vois, je m'inscris nulle part, ça non. C'était pour eux.
il y avait quand même un petit truc académique de tu fais ci, tu fais ça. Le diplôme, tout ça. Voilà. Ok. Et avec quelles œuvres t'as grandi à la maison? T'as été élevée avec quoi comme œuvre, comme film, comme série, musique? Ouais, moi je pense que c'était surtout genre musique, énormément. Mais mon père est quelqu'un qui ne parle pas ni anglais, il parle pas du tout anglais, mais il apprécie beaucoup, genre il parle un petit peu français, ma mère, tu vois, pour essayer de parler à sa famille aussi. Mais il adore la musique étrangère, même s'il la comprend pas. Donc c'est un énorme fan de Bob Dylan. Ok. Moi aussi, derrière. D'accord. C'était beaucoup de César Évora. Ok, ouais. Beaucoup de musique des Touaregs, du désert. Afrique par-ci, par-là, surtout le Mali, la Somalie et tout. Beaucoup de chansons italiennes. Italie, on avait De André Lucio Dalla, c'était vraiment inspiration de fou pour mon père, genre il y avait que ça à la maison et tout. Et ma mère, c'était celle qui m'a fait découvrir autre chose. C'est elle qui à l'époque m'avait fait découvrir Amy Winehouse, Stromae, elle était tellement dans le tout que du coup ça compensait avec mon père qui était beaucoup plus sectaire dans certaines choses de musique, tu vois, beaucoup plus chansons d'auteur et tout. Et ma mère, elle était là genre tout le reste. C'était beaucoup de chansons lyriques aussi, beaucoup d'opéras, opérettes. On adorait en fait que ça soit le théâtre ou l'opéra. Et Carmen, décidément, beaucoup de Bizet en général. Et après, dans les films, mon père était beaucoup Amérique. Donc, tout ce qui était Le Parrain, Coppola, Scorsese. Et moi, je suis une fan tout de suite derrière avec lui. Mais en même temps, beaucoup de cinéma italien, les grands classiques. Enfin, il est né en 1960, donc forcément, il les a tous vus, tu vois. Ouais, oui. Et ma mère, elle a grandi années 80 en France, donc tout ce qui était le cinéma d'auteur français. Et en même temps, on regardait vraiment de tout. On aimait regarder, je sais pas, moi je me rappelle petite, c'était Amadeus qui sortait de Milos Forman. Et on le regardait en boucle avec mes parents. Je sais pas, il y avait un peu de tout. C'est des grands lecteurs, donc moi aussi derrière, je lisais beaucoup. Donc ça a été une famille qui était vraiment dans la culture à fond. Et je pense que ça m'a aidé aussi, moi aussi, d'ouvrir beaucoup mes horizons et de ne pas juger jamais, être vraiment dans une recherche continue de musique ou d'art. Et eux, moi, quand j'ai fait l'école de cinéma, mon père, vu qu'on était en plein Covid, il suivait les cours avec moi. Il adorait, ouais. Oh, c'est adorable. Donc, il suivait les cours avec moi, il regardait les films avec moi. Enfin, il y avait vraiment un intérêt, un grand intérêt de découvrir avec moi, tu vois. Et ça m'a beaucoup aidé. M'a beaucoup aidé à être tranquille avec ma décision aussi, de me dire, c'est logique. Tu vois, on n'a pas eu que des parfums dans nos vies, on avait aussi tout cet art. Et maintenant, j'ai envie de continuer dedans, tu vois. Je pense, tout ça. C'est beau. Je suis très redevable à mes parents de m'avoir fait découvrir autant de choses, je pense, petite. Je voulais parler du fait que depuis ta sortie de Florent, tu sais de quoi on va parler. Non, je suis pas sûre. Je sais pas. Peut-être. Essaye, tente-moi. Je tente, ok. Vas-y. T'es à l'origine d'une pièce de théâtre qui s'appelle Le Fil Rouge. Ah bon? Mis en scène par Anaïs Karoff et mis en musique par Lauriane Polo. Yes. Qui raconte l'histoire de ta grand-mère pendant la guerre d'indépendance de l'Algérie. Et que tu as eu l'occasion de jouer... moi, je l'ai vu juste en TFE. J'ai un peu le seum de l'avoir loupé. Ça a beaucoup évolué depuis. C'était au Centre culturel algérien. Centre culturel algérien, effectivement. Et je l'avais vu en lecture pour le 9 mars. Tu étais venue faire quelques lectures. Voilà. Incroyable ça. Et que tu as eu l'occasion de jouer plusieurs fois en Algérie, à Constantine, Oran, Alger, incroyable. Donc déjà félicitations d'avoir réussi à amener un projet aussi loin. C'est hyper rare de voir des projets montés en école partir aussi... Non mais meuf, c'est fou, genre c'est dingue. Moi je trouve que c'est incroyable et c'est tellement louable et c'est tellement beau comme projet. Et du coup je voulais savoir comment est né le désir d'écrire cette pièce justement. Et écoute, déjà...
big shout out à Polo et Anaïs, on vous adore, qui vraiment m'ont accompagnée sur ce projet. En particulier Anaïs qui a vraiment pris toutes mes névroses par rapport à ce spectacle, par rapport à tout ce qui était moi, mes pensées, ce que je pensais faire et ne pas faire. Ça a été un procès quand même assez long. Sur toutes les vidéos, elle te regarde avec un amour pas possible. Elle est trop mignonne. Mais moi, je la regarde. Si tu nous entends, Anaïs, c'est trop mignonne. C'est trop mignon. En thème d'amour. Et t'es trop forte. Ouais, absolument incroyable. Enfin, j'ai vraiment, c'est né. C'était pour valoriser, entre guillemets, non, c'était pour valoriser la femme. Et j'ai décidé de travailler uniquement avec des femmes autour de moi. N'empêche que dans le projet, il y a aussi des amis, garçons qui m'ont aidé, des hommes qui m'ont aidé. Et dans le spectacle, vraiment, il y a eu C'est un seul en scène. Où on est 2 sur le plateau avec Polo qui fait tout ce qui est musique, bruitage, live du spectacle. Et il y a quand même 30 personnes qui ont travaillé derrière. Entre ce qui était la création musicale, les fans du village, de mon village en Kabylie qui ont enregistré un son, elles sont 15. Il y a eu Margot qui a fait l'affiche du spectacle et le VFX du spectacle, Abby qui a fait les trailers, il y a eu vraiment Max, Léo, toutes les personnes qui ont fait les voix. Et en fait, c'est absolument incroyable de me dire que ce projet qui était né, comme tu dis, comme TFE, a parlé à autant de gens pour qu'ils puissent et ils aient envie de travailler avec moi, déjà. Avec nous. Et puis, en fait, c'est né parce que quand je suis arrivée en France, on me demandait toujours mais tu es d'où? Et on me demandait souvent aussi mais comme tu as fait au début, hein, mais tu parles si bien français. Et du coup, je disais je suis italienne, et puis ils me disaient mais pourquoi tu parles aussi bien français? Je disais je suis algérienne de mère. Et en fait, effectivement, mes deux nationalités, mes 2 passeports, que pour moi ont exactement la même valeur. Pour moi, c'était important de le retranscrire au plateau. Et quand on m'a dit, tu peux écrire ce que tu veux, j'ai commencé à écrire. Et c'était vraiment un questionnement identitaire au début. Qui je suis, pourquoi je suis la personne que je suis aujourd'hui. Voilà. Et en regardant en arrière, j'ai eu beaucoup donc mon père, mon grand-père qui ont été des personnes fondamentales dans ma vie, mais j'ai eu aussi beaucoup de femmes, donc mes 2 grands-mères, ma mère, ma sœur, et c'est toutes ces femmes qui ont fait que aujourd'hui je suis comme je suis, tu vois, et que je suis une personne qui se sent libre de pouvoir parler de choses qui sont extrêmement compliquées, parce que ma grand-mère ne s'est jamais tue, entre guillemets, ou on ne l'a jamais fait taire. Parce que mon grand-père a été beaucoup aussi à l'écoute de l'autre côté. Donc pour moi, d'un côté, c'était... au début, je me suis dit, je vais raconter l'histoire de mon grand-père. Puis je me suis dit, en fait, mon grand-père a déjà écrit 2 bouquins, il n'est plus avec nous, ça fait 8 ans. Ma grand-mère, elle est là. Et j'ai envie de raconter son histoire. Et j'ai commencé à regarder un peu dans l'histoire. Et je me suis dit, en fait, cette femme, elle avait de ses 16 à ses 24 ans, quand la guerre a commencé et puis fini. Et moi, j'ai 24 ans aujourd'hui. Donc c'est sûr que le parallèle, le fil rouge, était vraiment ce parallèle entre nos vies et le fait que je suis un résultat d'elle. Même si elle n'avait pas été... déjà, sans elle, je ne serais même pas là. Donc, il y a tout ce raisonnement-là derrière. Et puis, il y a vraiment ce raisonnement identitaire de dire je suis extrêmement fière et contente de mes 2 origines. Donc ça me donne de la force. Et quand je joue en Algérie, pour moi, je joue chez moi. Donc ça, c'est extrêmement important, tu vois. Donc, il y a eu tout ce raisonnement derrière, et puis de parler de la guerre d'une façon un peu différente, qui était celle du rôle des femmes. Donc, qui a été très, très active pendant la guerre d'Algérie, qui étaient des femmes qui ont caché, qui ont sauvé des hommes, qui les ont nourris, qui ont créé des refuges, qui ont transporté des armes, qui ont donné leur vie, qui ont donné la vie de leurs enfants.
Donc tout ça, pour moi, c'était fondamental parce que, comme dans toute guerre, souvent on ne parle pas des femmes. Donc pour moi, aujourd'hui, c'était de dire, je parle de cette guerre et je parle de l'histoire de ma grand-mère en espérant que ça soit vu le plus ouvertement possible d'autres guerres et d'autres femmes. Mmh. Donc c'était tout ça et vraiment dans l'espoir de dire, pour que plus jamais ça, qu'à un moment ça s'arrête, quoi. Tu as recueilli du coup les témoignages de ta grand-mère, qui avait 16 ans au moment où la guerre a éclaté. Est-ce qu'elle s'est confiée à toi spontanément, naturellement, ou est-ce que tu as dû aller creuser et faire un vrai travail avec elle? Je pense qu'il y a déjà eu quand je suis arrivée en France, c'était la première fois que je passais autant de temps avec elle. Okay. Parce que j'ai passé quand même 20 ans de ma vie à venir une fois l'année, soit en France, soit en Kabylie, et la voir très peu. Donc il y a eu vraiment cette volonté avec ma sœur, les deux, d'aller tout le temps la voir, de passer le plus de temps possible et tout. Et puis il y a eu un très grand lien qui s'est formé entre nous deux. Et à un moment, j'ai commencé simplement à lui poser quelques petites questions, tu vois. Puis je lui ai demandé l'autorisation. Elle m'a répondu, s'il l'accepte, donc s'il l'accepte à Florent, s'il l'accepte, pour moi, tu peux raconter ce que tu veux. D'accord. Donc après, on est allé l'été des TFE, donc en août, j'avais tout écrit et on est allé sur les lieux que je cite dans le spectacle et elle m'a raconté chaque histoire dans les lieux. Donc il y a tout des heures et des heures de films d'elle dans les montagnes en train de me dire voilà, ici c'est passé ci, ici on a fait ça, voilà où on marchait, voilà où on avait le refuge. Et je pense que c'était bien pour elle aussi d'avoir ce côté de laisser aller certains souvenirs à quelqu'un qui avait envie de les entendre aussi. Il y avait, et qui filmait, souvent elle le demande elle-même. C'est vrai. Elle dit filme, j'ai envie de faire ça. Et donc elle commence à parler. Et après, ce qui est très marrant, c'est que elle parle pratiquement uniquement kabyle. Et je parle pas kabyle, je parle très peu kabyle. Et donc, pourquoi on se comprenait, je ne sais pas. Comment on se comprenait, je ne sais pas. Mais tu comprenais tout ce qu'elle disait. C'est fou. Ouais. Après, voilà, il y a eu ma mère qui m'a aidée sur le texte, il y a eu Anaïs qui a beaucoup aidé aussi, donc, et chaque personne qui me faisait un petit retour, voilà, ça on comprend pas, ça pourquoi tu le spécifies. Ça a été un texte qui a beaucoup évolué, mais en même temps moi aussi je l'ai écrit, j'avais 22 ans, j'en ai 24 aujourd'hui, presque 25, enfin 3 ans presque sont passés, c'est sûr je ne suis plus du tout la même personne, tu vois. Depuis, ouais. Donc, mais même au niveau de théâtre et tout, c'est sûr que tu fais des expériences qui t'enrichissent. Et du coup, la pièce n'est plus la même. Et ça, pour moi, c'était incroyable de pouvoir toucher autant de personnes et en même temps, elle, tout simplement, qu'elle soit fière de ce spectacle, c'est le plus important pour moi. Limite, les autres, ça plaît pas, ça fait rien. C'est pas si grave, quoi. C'était pour la grand-mère à la base, oui. quoi. T'as dû jouer son rôle. Quand je m'imagine jouer le rôle de ma grand-mère ou même de ma mère, je serais tellement intimidée. Je trouve que c'est tellement délicat et surtout de relater des faits tellement, aussi graves, quoi. Comment est-ce que t'as abordé le rôle? Comment est-ce que t'as appréhendé tout ça? Écoute, moi j'avais très peur d'une chose qui était, est-ce que j'ai le droit de raconter des choses qui sont réellement intimes dans une culture comme la culture algérienne, mais même italienne, où on ne dit pas certaines choses. C'est pudique. C'est pudique. Ma grand-mère est quelqu'un d'extrêmement pudique. Donc, il y avait pour moi une chose importante à faire qui était la différence entre Elisa, moi, les premières 5 minutes de la pièce où je raconte moi et pourquoi je suis là et pourquoi je vous raconte cette histoire. Et puis elle, il y a une dignité qui est totalement différente. Je dis pas que moi j'en ai pas ou que je suis une dévergondée ou que je m'en fous, tu vois, pas du tout. Mais c'est vrai qu'on vit 2 générations totalement différentes. Je suis la 3e génération et moi je me suis dit ok, la seule chose que je ne veux pas travailler c'est mon accent. Donc je vais laisser mon accent, mais par contre je vais prononcer tous les mots, je ne fais pas de liaison dans le texte. Tous les mots sont bien dits et limite un peu trop dits
Parce que c'est un peu l'impression quand tu voyages dans des pays où le français n'est pas la première langue, on parle un français soutenu pour essayer limite d'impressionner, non? Et je pense que c'était comme ça que je parlais aussi quand je suis arrivée en France, et puis j'ai découvert que c'était un peu bizarre pour quelqu'un de 23 ans ou 22 ans ou 20 ans de parler un peu soutenu, bizarre, tu vois, sans expression de gents, voilà. Et donc c'était assez marrant parce que je voulais absolument pas travailler mon accent et limite le jouer encore plus. Après, j'allais pas le jouer non plus en mode voilà, la blédarde qui arrive, non, pas du tout, tu vois, c'était pas non plus l'esprit, c'était pas du tout ça, tu vois, mais c'était vraiment voilà, j'ai une difficulté moi à l'ouïe d'entendre le en et le en, je ne vois pas de différence. Le quoi? Genre si tu dis en montagne et on est, moi je ne l'entends pas et je fais de l'effort pour tu l'entends pas? Je l'entends pas. J'entends pas la différence et je n'arrive pas à la faire à l'oral, tu vois. Donc tout ça, c'est des petits trucs qui, effectivement, je l'hérite aussi du côté algérien qui a ce souci-là, tu vois. Mais même les Italiens, quand tu les entends parler en français, ils ont le même problème, on l'entend pas, tu vois. Et donc pour moi, ça a été une première chose. Et puis vraiment ce côté pudique pour elle, ce fait que c'est quelqu'un qui se tient encore aujourd'hui, 87 ans, extrêmement droite, qui a une posture... C'était important, tu vois. Et puis je me dis, quand même, oublie ce que tu connais maintenant. Elle a 87 ans, c'était pas ça à 16 ans. Donc, et puis à un moment, je me suis dit, si c'est pas elle, ça sera quelqu'un d'autre. Je serai quand même inspirée d'autres gens, forcément. Je ne peux pas, à tous les prix, jouer comme elle était. Je ne sais pas comment elle était. Elle avait 16 ans. Comment je peux le savoir? Et forcément, elle a évolué depuis. Donc, je me suis basée vraiment sur ce que j'ai pu penser qu'elle était. L'image que moi, je m'étais faite d'elle. Et après, quand elle a vu le spectacle et qu'elle a approuvé le spectacle quelque part, pour moi, c'était fait, tu vois. La partie la plus dure, c'était ça. Après, je trouve que tu peux toujours aller plus loin, que ça soit dans le physique, que ça soit voilà, ce côté épuisé, ce côté de peur. Mais il y a eu des moments où je dis des phrases qui sont très intimes par rapport à mon grand-père, par rapport à l'amour qu'elle lui portait, par rapport à son enfant, par rapport à plein de choses. Et je me dis, peut-être elle ne l'aurait jamais dit, mais je sais qu'elle le pensait. Donc à un moment, faut, en tant que 3e génération, il faut aussi briser les choses et dire oui, ma grand-mère, elle a aimé mon grand-père et vice-versa. Donc pourquoi ne pas le dire? C'est important. Tu vois, ça te raconte toute l'histoire de pourquoi ils sont restés ensemble, pourquoi ils se sont aimés, pourquoi on est... Moi, je suis des filles d'amour et petites filles d'amour, tu vois. Et ça a été très compliqué parce que je me suis mise beaucoup en question et Anaïs a été là pour vraiment m'aider à prendre conscience en moi par rapport à cette histoire. Mais j'ai eu beaucoup peur, c'est sûr. Oui, voilà, c'est ce que je voulais te demander. C'est qu'est-ce que ça a fait résonner en toi, en tant que jeune femme, d'interpréter ta grand-mère? Ça m'a beaucoup appris, je pense. Ça m'a beaucoup appris à laisser aller les choses. Ça a été la plus grande leçon. Lâcher prise. Lâcher prise. Ok. Lâcher prise totale. Quand dans le spectacle, je dis je subis cette violence et pourtant je n'ai pas de rage. Il n'y a pas de temps pour ça. Elle le dit. Elle dit j'ai pardonné. J'ai pardonné parce que j'ai pardonné pour moi et j'ai pardonné parce que certains de ceux qui sont venus et qui ont fait des choses en Algérie, certains, miskines, ils n'avaient que 18 ans. C'était des jeunes appelés. Donc tu ne peux pas non plus... c'est une question aussi de lâcher prise par rapport à des choses. Moi, je l'ai vécu en mode... ouais, quand même, des petits trucs que j'ai vécu dans ma vie. On va laisser... on va laisser aller quand même. On va se calmer. On va se calmer. Donc, je pense que c'était ça. Ça m'a beaucoup appris sur ça. Et c'est ça qui m'a fait mûrir. C'était le côté apprendre à lâcher prise, apprendre à pardonner, tout simplement. Et je ne l'aurais pas fait sans elle, clairement. Genre, je serais arrivée peut-être dans 10 ans, mais... ouais. Je ne sais pas comment, tu vois. C'est clair, putain. C'est une pièce qui aborde la place, le rôle des femmes en temps de guerre.
quelle que soit la guerre, mais en l'occurrence c'est la guerre d'Algérie, mais ça résonne pour toutes les femmes à n'importe quelle période compliquée. Comment cette pièce a été reçue par les femmes en Algérie surtout? Parce que du coup j'imagine que c'est encore très fort là-bas. Surtout que tu as joué du coup au théâtre régional d'Oran. Oui. C'est le 19 mars. J'ai joué au théâtre régional le Kateb Yassine à Tizi Ouzou. Donc c'est le jour de la libération en fait. Ouais. Donc ça devait être très... Jour sur laquelle se finit ma pièce aussi. Fou. 19 mars. C'est fou la symbolique. Ouais, et j'ai voulu vraiment, c'était pas un hasard, j'ai vraiment voulu le jouer dans cette ville ce jour-là. Ah oui, d'accord. Parce que pour moi c'était important de remettre aussi, c'était la 2e fois qu'on jouait dans le théâtre. Et beaucoup de larmes. Ouais. Beaucoup de larmes. Beaucoup de larmes de femmes qui m'ont dit, qui sont confiées à moi. J'ai eu de tout. J'ai eu une femme qui est venue me pleurer dans les bras et ensuite je lui ai dit mais elles sont trop jolies votre boucle, et elle s'enlève les boucles et elle me les donne. Moi je savais pas quoi vous donner et voilà, j'ai envie de vous offrir ça. Et enfin des expériences absolument incroyables. Et je pense voilà, ce côté où quand elles viennent et qu'elles te disent voilà, ma mère a été torturée, mon père aussi, j'ai subi ça, etc. C'est très dur à entendre. Et de l'autre côté, c'est toi qui amène un spectacle pour parler, pour que ces femmes puissent se libérer. Donc c'est ton rôle aussi de les écouter. Et c'est dur, parce que quand même, c'est dur. Mais de l'autre côté, moi j'ai été très très touchée par ces femmes. Je pense aux femmes de mon village qui ne comprennent pas le français, qui sont venues en masse avec des bus pour venir voir le spectacle. Ouais. Et elles ont chanté live dans le public le jour du spectacle. Et elles étaient magnifiques, tu vois. Et elles m'ont dit, mais Elisa, nous on te soutient, on vient. Peu importe, même si on ne comprend pas le français, on va venir. Et c'est cette sororité-là, tu vois. C'est ça que je veux raconter dans le spectacle. Ma grand-mère a toujours dit, on a fait. Nous les femmes, mais nous les Algériens, nous les hommes et les femmes, mais de l'autre côté c'était nous, entre nous on s'est soutenus, on a vraiment été là l'une pour l'autre, et je pense que ça pour moi c'est la chose la plus importante, tu vois, aussi de trouver cet espace de force féminine qui est totalement différente, tu vois, d'autres choses, et moi oui, pour moi, la question ne se pose même pas, tu vois. Moi, j'ai grandi avec un père qui était issu d'un matriarcat, d'un grand-père de l'autre côté qui a toujours été à l'écoute des femmes et qui a eu 2 filles et qui a été toujours là pour elles et voilà. Donc, je n'ai jamais connu au sein de ma famille de la masculinité toxique. Et déjà ça a fait que moi... C'est une chance de fou, ça. Tu vois, et c'est pour ça que le spectacle a cet aspect-là qui est différent. Parce que moi, je l'ai connu en sortant de la maison. Que ça existait, tu vois. Très vite et très petite, tu vois. Mais au début, dans la famille, non. Jamais. J'ai toujours peur de dire cette phrase par rapport aux hommes et à ce que moi, j'ai vécu dans ma famille. Parce que tout de suite, ça donne l'impression de « Eh ben du coup, alors tu n'as jamais connu ce que... » Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. C'est qu'au contraire, c'est ça qui a été choquant. C'était le fait que dans ma famille, je n'ai jamais connu ça quand j'étais petite. Et quand je suis sortie de cette bubble, tu vois, de familiale positive pour les femmes, etc., que j'ai dit genre... Ok, et t'en sors très vite, hein, parce que la primaire, tu rencontres d'autres personnes, d'autres réalités et tout. Mais bon, tu reviens quand même à une famille, tu rentres quand même toujours à la maison. Donc ça, c'est toujours positif, tu vois. Mais c'est de toute façon, c'est toujours le même problème de moi, par exemple, quand je fais des interviews, je fais des phrases extrêmement longues pour qu'on ne me coupe pas au milieu. Parce que j'ai toujours peur qu'on enlève du contexte. Tu vois, une phrase comme ça, tu l'enlèves du contexte, tu te dis, mais... Ah ouais, du coup, elle pense que tout est... Non, je ne pense pas que tout est magnifique.
Je ne pense pas que mon spectacle qui parle de toutes les femmes en guerre soit de la prétention. Non, c'est que c'est une réalité. C'est des femmes qui sont encore en guerre aujourd'hui, que tu sois d'un côté ou de l'autre. C'est des femmes qui perdent des enfants à une guerre qu'ils n'ont pas demandé et qu'ils sont proactives aussi, des fois. Donc, j'ai eu la chance d'avoir un grand-père qui disait aux femmes victimes d'agressions sexuelles, venez me voir, parlez-moi, racontez-moi votre histoire, parce que vous êtes moudjahidettes, donc vous êtes des soldats de guerre. Et ne tenez pas pour vous ces histoires. Ça va que vous anéantir et vous êtes des victimes. Donc, si vous avez besoin, parlez-moi. Et comment tu peux ne pas grandir non plus dans une famille positive quand il y a eu ça comme exemple au masculin et au féminin, il y a eu ma grand-mère. Et qu'il y a eu un immense respect pour moi, tout n'est du respect. J'ai un immense respect pour ma grand-mère et ce qui fait que j'ai fait ce spectacle. Sinon, j'aurais pas fait, j'aurais fait autre chose, tu vois. Et c'était risqué. Et tout le monde me disait, mais ma mère en première, pourquoi ce spectacle? Pourquoi maintenant? Au tout début. Puis après, elle a été emballée très vite. Mais au début, c'était... Pourquoi replonger dans un truc aussi difficile? C'est difficile, c'est compliqué. Et je disais, oui, mais si tu le prends des yeux des femmes, c'est pas si compliqué. Tu vois, ça devient tout de suite beaucoup plus humain. Ouais. S'il n'y a pas de guns, il n'y a pas Al Pacino avec ses trucs. Non, il y a des femmes. Il y a les femmes qui donnent la vie. Donc c'est ça qui est important. Et je pense que la vraie chose, c'était que ma grand-mère te dirait, genre, j'aurais été prête à le refaire pour une Algérie indépendante. Ça, c'est le plus important. Et ce qui fait que je suis fière de mon pays aussi. Énormément. Tu grandis dans le problème identitaire, mais c'est de... Quand tu es en Italie, l'Algérie, ils te disent ouais, bon, t'as une mère algérienne. Algérie, quoi? Niger? Totalement, what? Et quand tu es en Algérie, quelque part, quand j'étais petite, c'était mais après, toi, tu repars, quoi. Pas algérienne, quoi. Tu vois? T'es algérienne qui repart. Donc, t'es pas non plus comme nous. Après, en grandissant, ça a changé, parce que je pars tout le temps, parce que je suis très très fière et que je l'ai toujours dit, donc je ne sens plus du tout ce reproche. Mais quand j'étais plus petite, oui. Et je faisais un reproche à moi-même de me dire, ouais, peut-être ils ont raison, quoi. Je suis pas vraiment algérienne. Ouais, je suis pas vraiment algérienne et je suis pas vraiment italienne non plus. Ouais, italienne non plus. Donc c'est ce problème identitaire contre lequel tu luttes quand tu grandis. Et après, merci ma mère qui a toujours fait que je passais 2 mois l'année en Algérie. Et quand j'étais pas à l'école, j'étais en Algérie ou j'étais en Italie sur les montagnes, dans un petit patelin de 20 habitants. Et ça faisait mon identité, tu vois. Ce qui faisait que j'étais fière. Parce que je connaissais les deux aussi. Je les avais vus, je les avais vécus. Et ça, malheureusement, c'est pas pour tout le monde. C'est pas une chance que tout le monde a eu de connaître réellement ces deux pays, tu vois. Est-ce que, à l'issue de cette pièce, tu as eu l'impression d'avoir renoué un lien avec ton histoire ou de réparer la mémoire, une mémoire qui avait été tue pendant plusieurs décennies? Par rapport à ma famille, non, parce que j'ai eu l'impression plus de continuer un discours qui avait déjà été commencé. Par rapport à ce que certaines femmes m'ont dit, je pense que du coup, j'ai dit certaines choses qui n'avaient pas été dites. Donc il y a eu une libération de la parole plutôt pour les spectatrices qui sont venues. Mais plutôt pour les spectatrices que pour moi, tu vois. Ou pour ma famille. Non, parce qu'on a toujours été très ouverte par rapport à tout. Et du coup, il aurait suffi de poser la question aussi. Ouais. Et ça aurait été dit. Il n'y aurait jamais eu mais non, mais on n'en parle pas de ça. Ça se dit pas, ça se fait pas. Du tout. Donc c'est ça qui est bien aussi. Je n'ai pas libéré une parole, je l'ai juste continué. Ouais. C'est beaucoup plus facile aussi. C'est vrai. Je trouve. T'as pas crevé d'abcès, quoi. Oui, voilà.
j'ai pas, t'as perpétré. Je sais pas si j'aurais pu, tu vois, si ça avait été une histoire genre qui pas du tout racontée au sein de ma famille. Tabou. Non, je pense pas que j'aurais pu. Ça aurait été trop. Tu vois, on est beaucoup dans la famille. Genre, pourquoi moi, je pense pas que je l'aurais fait différemment peut-être, mais ça aurait été beaucoup plus compliqué. J'aurais mis beaucoup plus de temps. Mais c'est hyper important d'avoir des pièces comme ça qui portent en fait la voix. Oui. Après, tu vois, ça, quelque part, ça a fait que ça a libéré une parole là où moi, je ne pensais pas le faire, tu vois. Mais ça rentre dans le même discours de famille ouverte où toi, tu penses que c'est totalement normal et en fait, non. Et ça lui a procuré quoi comme sensation, ta grand-mère, de te voir la jouer sur le plateau? Je pense qu'elle a été très, très émue. Moi, elle m'a toujours dit genre, mais pourquoi moi? Parce que t'es une reine. Et moi, j'étais là, genre, mais Queen Slay, ma belle. Genre, mais pourquoi tu me poses cette question? C'est évident. C'est évident. Parce que je t'aime, parce que t'es super, parce que ton histoire est incroyable, parce que... Enfin, je sais pas. Et je sais pas, pourquoi pas? Tout simplement, pourquoi pas? J'ai envie de raconter ton histoire, je la raconte, c'est tout. Mais après, ça lui fait toujours quelque chose. Genre, je la vois qu'elle pleure dans le public, de temps en temps, elle est là, mais toujours très digne. Mais, mais c'était absolument incroyable. La première fois que je l'ai joué devant elle à Florent, je sais pas combien des larmes que j'ai lâchées étaient mes larmes propres de jouer devant elle et combien était le personnage, tu vois. Après, avec le temps, ça s'est résolu. Dans le sens, j'ai joué assez de fois pour que je ne sois pas une Madeleine en pleurs à chaque représentation. Mais ça me fait toujours un petit quelque chose, tu vois. Il y a des phrases du spectacle qui me touchent profondément. Ça fait très bizarre, hein. Ça fait très Oscar Wilde qui est là en train de dire je relis ce que j'écris. Ah non, ma belle, auto-cite-toi, je t'en supplie. Et tu vois, et je suis très contente, pleure en lisant. Enfin, non, du tout. C'est pas du tout l'impression que ça donne. Pas d'inquiétude. Mais tu vois, il y a une partie où je dis genre, pourquoi moi? Pourquoi moi? Genre, j'ai prié Dieu et je lui ai demandé pourquoi moi? De toutes les personnes, moi, je ne savais pas lire, je ne savais pas écrire, pourquoi moi? Et ça, pour moi, c'est une phrase qui me tue. Et il y a eu des moments où je me suis dit, je l'enlève. Mais en fait, non. C'est pas parce que c'est trop dur à dire que... Mais c'est vrai. Genre, je pense que c'était vrai. Pourquoi de toutes les personnes? Et c'est une phrase qu'elle s'est beaucoup répétée elle aussi, comme tout survivant d'une guerre. Tu te demandes pourquoi toi? Que ça soit d'une guerre, d'un abus, de quelque chose que tu as subi, d'un trauma, tu te dis mais pourquoi j'ai survécu? Comment j'ai survécu? Est-ce qu'il y a quelque chose pour moi? Est-ce que on a été le résultat de tout ça? Donc ça en valait la peine. Mon grand-père, et c'est pour ça que je pense que j'ai mis cette phrase à la fin du spectacle, alors que mon grand-père l'écrit dans la première page de son livre, où il dit mon plus grand regret, c'est de ne pas avoir tenu dans mes bras mon premier fils, mon premier garçon, de ne pas l'avoir pris dans mes bras parce que je me sentais coupable pour tous les jeunes qui étaient sous mes ordres et qui étaient morts et qui avaient perdu leurs enfants, ou ceux qui ne pouvaient pas les tenir non plus. Et il a eu ça à plein de reprises quand son père est mort, son père qui a été gazé dans une grotte. Pareil, il était venu dans son refuge, il était là, et mon grand-père voulait pas passer de temps avec lui, mais pas parce qu'il voulait pas, mais parce qu'il se disait, voilà, tout le monde ne peut pas voir son père, il y en a qui ont perdu leur père, leurs proches et tout, et moi, il est là avec moi, ça se fait pas. Et il a été gazé quelques jours après. Ce sens de culpabilité que tu portes en toi et que tu continues à porter en toi, même après la guerre, peut-être c'est ça qui fait que vraiment tu avances aussi. Tu dis, si j'ai survécu, c'est qu'il y a bien une raison. Donc il faut que j'aille de l'avant. Il faut que je vive pour ceux à qui on a enlevé la vie. Des deux camps. On n'a pas versé tout ce sang pour que moi, je ne continue pas à vivre. Toi, en tant que femme, actrice, comment est-ce que cette expérience-là, elle t'a changé? Qu'est-ce que ça t'a apporté comme expérience?
je pense déjà de jouer devant énormément de monde. Ça fait que... Ouais. Ça doit être un peu vertigineux. Ça a été très vertigineux. J'étais quand même très stressée. Hein. Ouais, je comprends. Ouais. Est-ce que tu as mis en place des techniques pour t'apaiser, des petits rituels avant de passer au plateau? J'ai plein de petits trucs. Ma belle, c'est ma passion. Dis-moi tout. Alors déjà, j'ai 2 colliers qui sont dans ma tenue. Non. Quand je fais quand je fais le spectacle, je porte toujours le même body. D'accord. Je porte toujours la même tenue. Que du coup vraiment tout doit être au millimètre, et en fait j'écoute toujours la même méditation, je fais toujours les mêmes gestes, les horaires, j'ai vraiment tous mes petits trucs qui doivent être exactement pareils. Je recontrôle 3 fois le plateau. Pour moi c'est totalement maladif, mais c'est quand même bizarre, tu vois, c'est très contrôle, tu vois. C'est très vierge, c'est très voilà, on va dire que mais non, mais oui. Mais en fait, il faut vraiment que je répète la première partie de mon texte en coulisses, je me maquille toujours. En fait, j'ai vraiment des rituels pour m'apaiser. Le seul problème, c'est que si je ne les fais pas, je ne suis pas apaisée. Donc est-ce que tu te poses des questions, tu vois, tu te dis mais est-ce que c'est réellement en train de m'apaiser ou ça me rajoute pas un stress de plus. Mais après, quand on a joué en Algérie, ça m'a vite fait changer, tu vois. Je pense que sur ce que tu disais par rapport à en tant qu'actrice, c'est que vu qu'on n'était que 3, on n'avait pas de régisseur qui nous suivait sur tous les spectacles. Je faisais la lumière pendant que Anaïs faisait tout le reste. Donc, c'est moi qui gérais les lumières sur le plateau, et elle qui, quand elle arrivait, elle donnait un coup d'œil en mode « oui, je suis d'accord, c'est trop bien, etc. » On en avait longuement parlé avant. Je suis trop contente qu'elle m'ait fait confiance aussi pour gérer cet aspect-là. Mais en fait, tu te rends compte que t'as pas le temps. T'as pas le temps de... ça. Faut être tellement prêt à jouer dans toutes conditions, que si tu te mets trop de choses en mode j'ai besoin de 3 heures où personne ne me parle avant le spectacle, etc., il y a des fois où non. Moi je me rappelle Tizi, mais à Alger aussi, jusqu'à 2 minutes avant, j'avais des gens j'avais des journalistes dans les coulisses en train de m'interviewer. Donc, tous les moments, je vais prendre 5 minutes pour moi, je vais me recentrer, j'étais pas dedans. Non, t'as pas le temps. Et il y a 700 personnes qui t'attendent dehors, vas-y, tu vois. Et c'est compliqué parce que, du coup, où est-ce que tu deviens chiante de dire non? Et où est-ce que c'est juste toi qui te dis mais je peux pas, j'ai besoin de me concentrer, 1 minute, laissez-moi 1 minute. Et des fois non, des fois il y a pas le temps, des fois tu faut y aller, et c'est sûr que c'est dur. Moi je me rappelle un journaliste à Tizi qui m'a dit 1 seconde avant de monter sur le plateau, on fait un salon d'interview parce que tous les journalistes devaient partir dans une autre soirée, donc il faut les faire avant le spectacle et tout. Et il me regarde et il me dit ok, dernière question, si votre grand-père était là aujourd'hui, vous lui direz quoi? Et j'ai commencé, dans l'interview, tu vois mes larmes qui montent et montent et montent, et je suis là je rentre en 3 secondes sur le plateau, c'est pas... Et en même temps, c'était totalement légitime comme question. Je pense que c'était vraiment et puis, il connaissait très bien mon grand-père, donc il y avait vraiment un truc de beau dans cet échange, parce que lui aussi, derrière la caméra, il était en train de chialer, tu vois. Sauf que moi, 1 seconde après, je montais sur le plateau. Donc, c'est sûr que ça m'a mis dans une ambiance... je sais pas. Sincèrement, j'espère qu'il est fier. Voilà. Mais en même temps, c'est le taf, c'est ça aussi. C'est t'adapter. Comme on n'avait pas prévu de faire le ramadan alors qu'on était en tournée en Algérie et qu'on travaillait et qu'on s'est retrouvés à faire les ramadans avec les autres. Et il y a eu plein de rencontres tellement magnifiques que professionnellement, ça te change. Clairement. De jouer devant autant de personnes, d'avoir autant de personnes qui sont intéressées par ce que tu fais. Que les gens qui demandent des photos, t'es là waouh, jusqu'à il y a 2 jours j'étais à Florent et voilà, et personne me connaissait et fait rien, tu vois.
Donc c'est assez incroyable et en même temps ça fait partie du taf quand tu commences à travailler que surtout tu transmets quelque chose. Moi ça m'est arrivé des pièces où je suis allée voir les acteurs en mode ça m'a touché. C'est vrai. Ouais. Genre, et en même temps tu dis est-ce que je vais la voir? Non je vais la voir, non je vais pas la voir, c'est trop bizarre. Mais oui ça t'a touché, ça t'a touché et c'est des êtres humains, c'est le beau du théâtre de pouvoir les voir à la sortie et tout. Et moi je pense que c'est nécessaire aussi, tu vois, cette pour partie, l'acteur, de contact avec les personnes. Complètement. Et moi ça m'a donné énormément d'adrénaline et en même temps j'ai compris aussi l'importance de prendre soin de son corps, de la préparation physique. J'ai quand même fait 3 mois de pilates yoga à fond les ballons ou la salle 4 fois par semaine, plus de choses qui pouvaient me faire du mal à mon corps. Enfin voilà, tu vois, tu prends soin de ton corps, tu te rends compte qu'en fait c'est réellement ton métier de travail. Enfin, c'est ton atout. Enfin, donc tu le crois pas tant que tu es encore à Florent et que tu te dis bah ça fait rien, vas-y, je dors à 3h du mat, c'est pas un souci. Non. Ouais. Non, sinon tu ne tiens pas. Tu ne tiens réellement pas. Et je pense que ça m'a réellement aidée à ok, bah en fait maintenant je sais que j'ai besoin de cette préparation physique pour tenir. Ok, trop bien. Et quand t'es sur le plateau, t'en as plus besoin parce que tu t'es tellement entraîné avant que ça va. Mais on parle tellement de l'aspect genre apprendre son texte et tout que la partie physique tu l'oublies totalement. L'oublies totalement, alors que pour moi elle est fondamentale. Totalement. Après il y en a plus que d'autres je pense aussi. Il y en a qui en ont plus besoin que d'autres. Moi par exemple j'en avais réellement besoin parce que 50 minutes toute seule, enfin voilà, peut-être quand tu joues des rôles un peu plus petits où tu as moins de temps au plateau, et pourtant ça dépend même de quel rôle. Tu vois, si tu fais arbre numéro 5, tu dois rester debout 10 minutes sans cligner des yeux, vas-y que tu t'entraînes, tu vois. Donc, je pense que c'est tout ça. Mais oui. Tu projettes de continuer à pousser ta pièce dans tous les théâtres ou pour l'instant tu fais une pause ou t'arrêtes le fil rouge et tu planches sur un autre projet en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? Bah écoute, je pense que je sais pas. J'ai plein de questionnements dans ma tête par rapport à ce projet. J'en suis tellement fière que clairement, genre, j'aimerais continuer. De l'autre côté, comme tout ce qu'on a dit avant, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps de soi. De se remettre dans la peau de sa grand-mère. J'ai la chance, voilà, ma grand-mère, elle est là, elle est en forme, donc ça va. Mais c'est sûr que je suis affectée par chaque petite chose qui peut lui arriver. Voilà, aujourd'hui, elle a un petit peu mal aux pieds, voilà. Donc c'est sûr que quand tu joues autant quelque chose de si proche de toi, c'est pas non plus une pièce qui est loin et que limite, tu la joues pas, ça fait rien. Je pense que j'aimerais encore explorer plus la France. Pourquoi pas l'Algérie, mais pourquoi pas d'autres pays en L'Italie ? Vrai, l'Italie, le texte a été écrit en italien. Et c'est totalement différent. Je ne sais pas si je veux repartir avec ça. Maintenant, j'ai intégré de l'italien à mon texte français. Donc ça, c'est déjà quelque chose. On me voit totalement changer de voix et d'attitude quand je parle en italien. Mais je pense que je sais pas. Là, j'ai besoin de prendre une pause. Donc, raison pour laquelle je repars un petit peu en Italie. Voilà. Voilà, passer du temps avec mes amis, avec ma famille et tout. En même temps, voilà, des projets en Italie aussi. Pour ne pas oublier que j'ai quand même cette origine qui est quand même aussi prenante que l'autre et que voilà, faut y aller aussi et faut se faire connaître là-bas aussi et c'est important, tu vois. Donc c'est sûr que sur le CV, tout ce que j'ai fait, ça pèse, heureusement, ça, voilà. De l'autre côté, je sais pas où est-ce que je veux l'amener, tu vois. Je pense que maintenant, je suis extrêmement fière du produit qu'on a rejoint. Auquel on a abouti, peut-être c'est plus juste, mais c'est là genre quoi. Mais je sais pas te dire, genre c'est bizarre parce que d'un côté à chaque fois que je me suis dit c'est bon, cette fois-ci c'est la dernière, on a rejoué 1 an
derrière, Ok. tu vois. Et en fait, ça fait un bout de temps que je ne cherche plus à moi me faire engager par les théâtres, mais c'est eux qui m'engagent. Donc c'est trop bien, parce que du coup, t'as une pression qui est totalement différente de celle de « Ah, il faut faire attention, il faut remplir la salle, etc. etc. » Faut quand même la remplir. Mais au moins, toi, t'es tranquille que t'as été engagé, t'as pas cherché le théâtre. Ouais. Après, je pense qu'il y a des villes en France où je voudrais repartir, genre Marseille, tu vois, ou Paris, ou la banlieue parisienne, en vrai. Donc, je pense qu'il y a encore énormément de lieux où j'aimerais aller avec ce spectacle. Mais j'attends. Je me dis, prends cette pause, vois. Et en même temps, continue à travailler derrière et tu verras. Après, je pense que c'est ce que j'ai toujours dit, genre, t'es acteur, tu joues tous les rôles. Moi, voilà, bah, bien sûr, t'as une tête méditerranéenne, je suis brune, bouclée, clairement, ça se voit que oui, il y a une origine, ça puisse être italienne ou espagnole, voilà, donc le typecast, il est là-bas. Je vais pas jouer une russe ou une suisse. Je pense pas, ou une Suisse côté italien, mais quand même. Mais je pense que oui, il y a une grande envie moi, il y a des théâtres à Paris qui me font absolument rêver, pas pour ce spectacle, mais pour moi, l'Odéon, le TGP, c'est mes théâtres de prédilection que j'adore et que je pleure pendant les applaudissements parce que pour moi, c'est des scènes incroyables. Folle non plus, mais oui, un petit peu. Je te souhaite fortement. Je sais pas, tu vois, genre il y a ce petit côté quand tout le monde applaudit et t'es là genre oh c'est trop beau et vous êtes trop beau et tu vois les acteurs, il y en a certains qui lâchent leurs petites larmes quand même, tu vois. Non mais meuf, j'imagine même pas la sensation d'être sur le cadre de l'Odéon. Et pour moi par exemple l'Odéon est vraiment un théâtre où je me dis ouah. Comme à Rome le Théâtre Argentina ou d'autres, enfin bien sûr t'es acteur, tu rêves. Bah ouais. Tu vois, mais comme j'ai mon discours aux Oscars depuis mes 8 ans, enfin... Girl! Trop hâte! mais tu vois, genre, je pense que c'est des trucs qui t'amènent vers l'avant. Oui. T'as un objectif. Après, c'est comme, je sais pas qui avait dit ça, d'acteurs et tout, qui dit, ouais, mais une fois que t'as... Ok, tu veux l'Oscar, une fois que t'as l'Oscar, bah, je veux le deuxième. Enfin, c'est con. Mais en fait, c'est juste tous les discours qu'il y a par rapport au festival, par rapport au prix, par rapport à tout ça. C'est juste des reconnaissances publiques, d'accord, bien sûr ça te fait taffer derrière, on va pas se mentir, c'est sûr qu'une fois que t'as gagné peu importe le truc, tu vas retravailler derrière, oui. Heureusement ça va te donner une notoriété, etc. Mais pour moi c'est aussi le côté de c'est comme ça, c'est comme dans les sports, tu gagnes une coupe, tu gagnes une médaille, ça fait partie du jeu aussi. Donc, pour moi, ça ne veut rien dire, tu vois, ça veut dire que tu as été reconnu par les milliers de gens que cette fois-ci, tu as été le meilleur. N'empêche, tu as été le meilleur parmi 5 films, d'accord, mais pour moi, c'est une aspiration que, comme te dire, aujourd'hui, l'aspiration, c'était faire ce podcast, c'est fait, demain, qui sait, tu vois, ouais. Genre, mais c'est des petits d'accomplissement que tu te donnes et que tu veux accomplir et ensuite on verra, tu vois. Donc aujourd'hui je me dis ok, plus grande aspiration, l'Odéon, c'est pas l'Odéon et c'est quelque chose d'autre, ça fait rien, mais se mettre un objectif, tu vois, hyper important. Donc c'est tout, donc on verra. En même temps je sais pas, j'ai envie de voir aussi. Je suis quelqu'un qui vit beaucoup avec les occasions, avec ce qui se passe. Et si ça a été la dernière au Centre culturel algérien, ça a été la dernière, ça fait rien, tu vois. Tu lâches prise, quoi. Je l'ai vécu comme la dernière. Donc, j'aurai pas de regrets sur ça. Si jamais c'est la dernière. Ok. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, nous, pour la suite ? Je sais pas, plein de bonnes vibes, je pense. Au moins, d'être heureuse et apaisée. Voilà. Puis le reste, même si je finis à vendre du fromage, je serai très très heureuse de le faire, tu vois. Ça veut dire que c'était meant to be. Oui, tout à fait. Tu vois. Tu crois au destin ? Ouais, énormément. Pareil, girl. Mektoub. Bien sûr. Super appli.
Tu connais pas? Non? Tu connais pas Mektoub? Non? Je mets une parenthèse. Mektoub, c'est une application de rencontre pour les personnes musulmanes. Ah, mais... Mektoub. J'ai vu les affiches dans le métro. C'est vrai? Je n'avais pas capté que c'était ça. J'ai vidé. Non, pas du tout. Imagine. Et d'ailleurs, ça, c'est mon profil. La fraude. Eden. Quelle horreur. Non, la pire. Non, je ne suis pas dessus. En tout cas, merci beaucoup, Elisa, d'avoir participé. Je suis tellement contente. Ça m'a un peu sorti de ma zone de confort de t'accueillir parce que comme on se connaît pas trop, ouais, c'est j'étais vrai. hyper intimidée. MDR. Je te jure, meuf. Alors qu'elle arrive en schlag derrière. Non, mais archi pas, arrête. Mais non, j'étais hyper intimidée parce qu'en plus, le sujet me touche vraiment profondément. Enfin, le sujet de ta pièce me touche beaucoup et donc j'avais peur de te poser des questions trop intimes. Prochaine interview. Prochaine interview, l'année prochaine, au 15 mai. Soyez prêts. Soyez prêts. L'interview arrive. Voilà. Je fais tout de suite après Pierre Ninet qui sera interviewé. Le 13. Et moi le 15 c'est derrière. Voilà, on s'enchaîne. Pierre en t'attend.